Bienvenue sur Cardio9, bien évidemment au décours d'un syndrome coronarien aigu. La prise en charge du risque lipidique est du domaine du cardiologue. Pour autant, dans un bon nombre de cas, l'avis du lipidologue apparaît indispensable. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Eric Brucker, chef de service d'endocrinologie et prévention cardiovasculaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et tout de suite, Eric, quand faut-il penser à une hypercholestérolémie familiale chez un patient qui se présente avec un syndrome coronarien aigu? Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, de façon très simple, lorsque le LDL cholestérol est supérieur à 1,60 sous statine ou 1,90 sans statine, il faut penser à la possibilité d'une hypercholestérolémie familiale. Donc, c'est deux valeurs seuil essentielles. Maintenant, il faut rajouter comme renseignement l'histoire familiale, d'une part, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une histoire d'hypercholestérolémie qui ressemble à une transmission autosomique dominante, et d'autre part, est-ce que il y a un taux de cholestérol qui a toujours été élevé chez l'individu. Si l'individu est capable de dire à 30 ans mon cholestérol était normal, ça n'est pas une forme familiale. Donc pour moi, c'est les trois éléments. Et puis après, bien sûr, il y a la génétique, c'est un peu plus spécialisé, mais valeur seuil de LDL, histoire familiale compatible avec une transmission autosomique dominante et un cholestérol qui a toujours été élevé. Pour les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, est-ce qu'ils ont un surrisque de présenter un événement cardiovasculaire, notamment un syndrome coronarien aigu? Dans quelle proportion? La réponse, elle est clairement oui, c'est un surrisque qui est absolument majeur. C'est un modèle de très haut risque. En l'absence de traitement, la moitié des hommes ont fait un accident cardiaque sévère avant 50 ans. En l'absence de traitement, plus de 90% des patients font un événement coronaire dans leur vie. Donc le surrisque est majeur. Et il y a une grosse étude du nord de l'Europe qui a montré que le risque relatif, c'est 20, c'est-à-dire c'est l'équivalent du diabète avec hypertension et tabac. Donc c'est vraiment une forme de très haut risque. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut les repérer. Et non seulement le risque de faire un premier événement est majeur, mais dans le registre français des hypercholestérolémies familiales, on a pu montrer que leur risque de récidive était aussi plus élevé que ce que font les patients habituellement après un premier syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire les non-hypercholestérolémies familiales. Ça me permet d'embrayer sur les recommandations, puisque en cas de récidive, on nous recommande d'amener les patients, alors peut-être que c'est plus difficile en cas d'hypercholestérolémie familiale, mais disons que sur l'ensemble des patients qui récidivent un syndrome coronarien aigu, on nous demande de les amener à moins de 0,4 grammes par litre. Est-ce que ça paraît réaliste? Alors, ben, normalement, dans les recommandations, c'est les récidivistes récents, c'est-à-dire que nous, en Absolument. population avec hypercholestérolémie familiale, on a beaucoup de patients qui sont tranquilles pendant 10 ans, qui récidivent au bout de 10 ans. Bon. De toute façon, ce seuil très bas dans les formes familiales, le plus souvent, on n'y arrive pas par la combinaison statine-ézetimibe. Et il faut donc toujours, ou quasiment toujours, pour arriver au seuil, associer des anticorps anti-PCSK9, puisque la moyenne du LDL dans cette population, c'est 2,20 hors traitement. Si on enlève même 50, plus de 50%, on est à 1,10. Il faut encore enlever 50% pour arriver à l'objectif. Ouais, je vais poursuivre un peu dans ces taux bas de LDL cholestérol parce que effectivement, les recommandations, c'est moins de 0,55, c'est également 50% de baisse. Et donc, on va se retrouver avec les différents moyens dont on dispose, notamment avec les inhibiteurs de PCSK9, à des patients qui vont avoir des taux très bas de LDL cholestérol. Est-ce que chez ces patients, on peut considérer qu'il y a un risque ou non à avoir ces taux très bas? Alors, bien sûr, c'est en dehors de l'hypercholestérolémie familiale, parce que dans les Bien formes sûr. familiales, on n'a jamais à des taux aussi bas. Ce qu'on peut dire, pour résumer un peu la littérature, c'est qu'on a des données solides, à la fois génétiques et thérapeutiques, pour dire que jusqu'à 0,30, il n'y a pas de risque identifié. En dessous, il y a quand même une question, en tout cas, ce n'est pas démontré,
et ça n'est pas démontré dans des populations particulières comme par exemple les populations très âgées. Mais en tout cas, 0,30 chez un jeune de 60 ans qui a fait un syndrome coronaire aigu, il faut surtout pas lever le pied sur un plan thérapeutique, c'est tant mieux pour lui. C'est ça. Donc il faut garder les mêmes doses et s'abstenir de réduire le traitement, comme il faut le dire, beaucoup de gens ont tendance à le faire, quand ils voient Absolument, ouais. les taux baisser. Ouais. Et là, le Est-ce rôle du cardiologue est essentiel pour transmettre ce message au médecin généraliste qui souvent est amené à diminuer le traitement à tort. Ouais, on sait que chez les coronariens, alors pas à la sortie, mais souvent à 1 an, la plupart Ouais, n'ont plus de doses fortes. Ils n'ont que des doses moyennes parce que ça a été réduit. Est-ce que absolument. quand on atteint des doses des niveaux très bas de LDL cholestérol, la formule de Friedewald s'applique encore? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux doser? Alors, elle s'applique quand même jusqu'à des taux de LDL très bas. Heu, En fait, elle devient faux, enfin, en tout cas à 30 milligrammes par décilitre, oui, Friedewald marche assez bien. Pour des taux beaucoup plus bas, là, ça devient, un peu, aléatoire. Le vrai problème de la formule de Friedewald, c'est l'hypertriglycéridémie. Donc, quand les triglycérides sont supérieurs à 4 grammes par litre, il ne faut pas calculer le LDL et là, il faut le mesurer. Alors, soit le LDL, soit mesurer la l'ApoB, mais la mesure du LDL est quand même le plus facile, en pratique quotidienne. Qu'est-ce que une fois le patient sorti, traité, on l'espère de manière optimale, à quel rythme il faut surveiller, son bilan lipidique? Je pense que ça dépend du patient. Pour moi, clairement, il faut faire un bilan à peu près à 1 mois, après la sortie. C'est pas tant pour une raison de sécurité, parce que franchement, il y a peu de problèmes de tolérance, mais c'est surtout pour accompagner le patient. Et puis un élément important, c'est que la prise de l'habitude de prendre un traitement, ça met 6 mois. Donc je pense qu'il y a un accompagnement particulièrement important dans les 6 premiers mois pour que la prise du médicament devienne de la routine, de l'habitude, comme je dis aux patients, la ceinture de sécurité. Et à ce moment-là, on est tranquille. Parce que l'habitude, en fait, c'est le meilleur allié d'une prise régulière du traitement. Oui, c'est une donnée importante ça. Alors on parle de traitement de l'hypercholestérolémie, on parle donc de statine et automatiquement on parle d'intolérance, de douleur musculaire parce que c'est ce que les patients nous opposent régulièrement, les médecins généralistes aussi souvent, hein. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il y a du neuf là? Oui, oui, enfin, il y a du neuf parce qu'il y a toute une série de publications qui vont dans le même sens. Alors la plus récente, c'est, la belle publication du European Heart Journal qui a analysé plusieurs essais thérapeutiques combinés et qui montre que ce qui sort par rapport au placebo, c'est uniquement l'existence de douleurs diffuses avec CPK élevé. C'est un phénomène qui est rare, pour pas dire rarissime, mais ça, c'est clairement différent du groupe placebo et il y a des facteurs de risque bien identifiés. Par exemple, l'insuffisance rénale, par exemple, le petit poids, voilà donc et à côté de ça, les douleurs à CPK normal sont aussi fréquentes dans le groupe placebo que dans le groupe traité et cet élément, plus les données des essais, en double aveugle avec les anticorps anti-PCSK9 montrent que la majorité des symptômes musculaires à CPK normal sont liés à un effet nocebo. Oui, c'est une notion importante pour autant faire passer le message chez les patients et chez les médecins, ça reste réellement un vrai challenge. Alors, je crois qu'on ne peut plus douter aujourd'hui de l'intérêt de baisser le LDL cholestérol. D'ailleurs, les messages sont en train de s'harmoniser de manière importante. Il faut revenir là-dessus. Moi, j'aurais encore une question. C'est, on a vu de l'hypercholestérolémie familiale. Euh, dans quelle autre situation le cardiologue doit se rapprocher du lipidologue pour avoir une prise en charge combinée, je dirais, des patients? Il y a 2 situations de surrisque lipidique au-delà du LDL. La première, c'est la L-peptida qui est élevée. Et donc, il faut du coup, savoir doser la L-peptida, notamment quand on n'explique pas bien
par les facteurs de risque classiques, un syndrome coronaire aigu, notamment quand il y a une histoire familiale. Donc l'ALP-A, c'est un surrisque à identifier. Et la deuxième situation, c'est un taux de triglycérides élevé, parce que ça peut être associé à un surrisque, pas toujours, mais surtout quand c'est associé à un HDL cholestérol bas. Et donc là, il peut y avoir une discussion de combinaison thérapeutique ou de prise en charge diététique. Donc pour moi, c'est les deux situations clés. D'autant avec les triglycérides qu'on dispose maintenant d'une étude où on voit qu'il y a un bénéfice. Bien, merci Eric. Merci pour Merci, tous ces messages. À très bientôt. merci, au revoir.